Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité locale. Dans votre 19h ce soir, nous reviendrons sur la fin de visite d'Annick Girardin. La ministre des Outre-mer a quitté le territoire hier dans la soirée. Quel bilan de ces déplacements ministériels de 4 jours? Un record dans le département pour un ministre d'État. Réponse en plateau avec Jacques-Martial Henry, ancien vice-président du Conseil général chargé du social et le chargé de mission du groupe Mayotte Channel Gateway aujourd'hui et l'invité de la rédaction. Nous reviendrons notamment sur cette lettre de la ministre des Outre-mer sur l'avenir de concession du port de Longoni au cours de cet entretien. Bienvenue à tous, voici les titres de votre JTM. Samedi, une rencontre a eu lieu en marge de la visite d'Annick Girardin entre les syndicats de police, les élus et un conseiller de la ministre. Objectif, remettre un cahier revendicatif faisant état des manques quotidiens auxquels doivent faire face les policiers. Et explication. Ceux qui passent près de la place de la République l'auront remarqué, un événement d'importance se prépare. En effet, demain aura lieu l'inauguration du 5e Forum des métiers et de l'artisanat de l'océan Indien. Objectif, offrir une visibilité aux artisans, mais aussi développer des réflexions au niveau régional. Reportage. Ce week-end a été chargé pour les amateurs de football avec les demi-finales de la Coupe de France. Le Football Club de Msapéré s'est imposé face à Dzoumogné, tandis que de leur côté, les Diables Noirs de Kombani ont décroché leur qualification après une victoire contre Sada. Retour sur ce dernier match à la fin de votre journal. Annick Girardin a quitté l'île hier soir. 4 jours de visite marathon pour la ministre des Outre-mer. Je vous le disais, une première dans le département pour un ministre d'État. Samedi dernier, Annick Girardin s'est rendue à l'hôtel de police de Mamoudzou à la rencontre des forces de l'ordre pour aborder notamment le thème de l'insécurité. Et en marge de cette visite, une autre rencontre s'est tenue, celle entre les syndicats de police, Alliance et Synergie et les élus locaux. À cette occasion, un cahier revendicatif a été remis par ces derniers aux parlementaires Mansour Kamardine Tani Mohamed Solihi ainsi qu'au président de l'association des maires Saïd Omar Wali. Une liste de revendications pour être enfin entendue du côté de Paris. Les précisions dans ce reportage d'Amina Ariti et Leslie Vimenet. Parmi les nombreux sujets au cœur de la visite d'Annick Girardin à Mayotte, la situation sécuritaire du département. Une situation qui d'année en année n'a cessé de se dégrader, tant sur le terrain de la sécurité publique que sur celui de la police aux frontières. La remise de ce cahier revendicatif aux élus locaux constitue donc un geste fort pour les fonctionnaires de police. On a présenté en fait notre doléance suite au plan sécurité Mayotte qui a été dévoilé et qui a été, si je peux me permettre, une fumisterie parce qu'il y a certaines choses dans le plan sécurité Mayotte qui n'ont pas du tout été respectées. Donc c'était important de faire savoir aux élus nationaux pour qu'ils puissent demander des comptes à Paris. C'est ce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient faire. Donc c'était très important par rapport à ça. Et parmi les revendications portées que les élus locaux vont se faire les relais, celles portant sur les moyens. Ainsi, outre les moyens matériels qui font cruellement défaut, la question des effectifs est revenue sur le devant de la scène. Le plan sécurité sur la police, sur les renforts qui étaient prévus, on n'a eu que 15 renforts qui a permis la création du groupe de sécurité de proximité appelé GSP. C'est tout ce qu'il y a eu. Tout le reste a été de remplacement des postes pour postes, c'est-à-dire des départs qui ont été comblés par des arrivées sur le territoire. Un effectif de 15 en renfort au lieu des 102 annoncés, soit 87 hommes manquant à l'appel. Difficile avec ça de faire face à l'insécurité galopante qui frappe le 101e département. À cela s'ajoute une bataille de chiffres non sans conséquences à propos de la population à prendre en charge. Vu l'urgence qui s'impose à Mayotte, nous souhaiterons quand même qu'on puisse prendre en compte cette population qui n'est pas que de 200 000 habitants, ni à Mamoudzou que de 57 000 habitants, mais qu'on puisse comprendre que la population elle est beaucoup plus forte que cela pour qu'on puisse bénéficier des effectifs au niveau de Mayotte. Les revendications ont duré plus de 2 heures, passant en revue point par point les revendications des fonctionnaires de police. Des échanges au cours desquels certaines réalités insoupçonnées mais ô combien inquiétantes ont également été portées à la connaissance des élus. Dire ma préoccupation quant à la situation réelle de la sécurité à Mayotte. Je prendrai l'exemple
par exemple de la PAF, et notamment les contrôles aux frontières à l'entrée et à la sortie à Djibouti. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de fichier, il n'y a même pas de bureau pour ces fonctionnaires qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et ça, ce n'est pas acceptable, surtout quand on est en période d'état d'urgence. La balle est à présent dans le camp des élus, désormais porte-parole des policiers qui savent pertinemment que le dernier mot reviendra aux instances parisiennes. Mais pour eux, il est capital aujourd'hui que leur situation soit connue de tous pour que d'aucuns ne puissent dire un jour « on ne savait pas ». Le manque de moyens est une question posée à Annick Girardin et aussitôt beauté en touche par celle-ci. D'après la ministre des Outre-mer, cette question des moyens n'est pas un problème puisque depuis le plan de sécurité mis en place l'année dernière, ces moyens ont été revus à la hausse. Mais le problème serait plutôt dans le fait que le travail quotidien des forces de l'ordre n'est pas suffisamment mis en valeur. Extrait des propos de la ministre lors du temps de parole de ce lundi, enregistré la veille de son départ. Ce que j'ai remarqué en côtoyant les élus, en échangeant avec les élus, en échangeant même avec les forces de l'ordre même, en échangeant avec la population, c'est qu'on méconnaît aujourd'hui l'action qui est menée sur le terrain et les moyens qui sont arrivés depuis un certain nombre de mois. Et je demandais au préfet, mais aussi aux forces de l'ordre, d'imaginer un moyen de communication pour montrer ce qui est fait sur ce territoire. Et moi, je veux ici remercier les femmes et les hommes qui, tous les jours, sur ces questions, mettent leur vie en jeu pour protéger les populations mahoraises, mais aussi, bien sûr, pour mener leur action en mer et protéger les victimes de ces passeurs qui travaillent entre les Comores, quelquefois Madagascar et Mayotte. Bonsoir Jacques-Martial Henry. Bonsoir Sonny. Bienvenue dans ce 19h. Je m'adresse tout d'abord à l'homme politique. Quel bilan faites-vous de cette visite ministérielle? Je crois que c'est toujours un honneur de recevoir un ministre dans sa localité et je suis content que les Mahorais et les Mahoraises ont accueilli la ministre. Il n'y a pas eu d'incident. Je crois que la ministre était venue pour se mettre en réalité avec le contexte local. Mais ce qui m'a un peu choqué, c'est même si quand on vous donne de l'argent, on prend les 120 millions d'euros, il n'y a pas eu d'annonce vraiment forte par la ministre, mais les 120 millions d'euros qui ont été octroyés au Conseil général pour, soi-disant, une compensation d'une mission liée à la protection maternelle et infantile, les PMI. La question que je me pose aujourd'hui, quelles sont les sources de financement? Parce que, à mon sens, à ma connaissance, il n'y a pas eu de vote de budget durant la mandature de l'actuel président de la République. Donc, quelles sont les sources de financement? On a injecté 120 millions d'euros au conseil départemental, mais ces 120 millions d'euros viennent d'où? Tout le monde doit se poser cette question et vous constaterez très bien que ces 120 millions d'euros viennent de Mayotte. Ce sont les sous qui dorment dans les administrations déconcentrées de l'État, qui sont gérées par des fonctionnaires, qui se croient en vacances à Mayotte et qui n'ont rien fait. Et on prend juste cet argent qui était destiné au relogement de la population, qui était destiné au désenclavement de Mayotte, qui était destiné à la protection de l'environnement, qui était destiné à plusieurs projets qui relèvent de la mission régalienne de l'État, qu'on ramasse pour les injecter au Conseil général et tout le monde applaudit. Moi, je suis triste. J'aurais bien aimé, parce que la compensation, dans l'article 72-2 de la Constitution, c'est une loi qui détermine les ressources qui doivent financer les charges nouvelles confiées à une collectivité. Or, en 2006, lorsqu'il y a eu ces transferts de compétences, il n'y a pas eu de loi qui a déterminé les ressources qui doivent accompagner ces charges nouvelles que le Conseil général doit
assurée. Et à l'époque, je signale, c'était Mansour Kamardine qui était député de Mayotte, lui qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce genre de manœuvres qui sont... Les Mahorais doivent se réveiller, doivent s'interroger. Moi, je me souviens, en 2000, lorsqu'il y a eu les accords sur l'avenir institutionnel de Mayotte, que le sénateur Henry avait refusé de parapher ces accords qui prévoyaient des financements pour accompagner les communes à Mayotte. Seulement, il avait demandé quelles sont les ressources, quelles sont les sources de financement. On ne lui a pas dit. Or, lorsque la loi sur la collectivité départementale a été appliquée, ce sont les Mahorais eux-mêmes qui ont payé, parce qu'on appelle le fonds intercommunal de péréquation, étaient prélevés sur les recettes fiscales qui étaient payées ici à Mayotte pour financer cette péréquation. On aura l'occasion de parler, Jacques-Marcel Henry, de cette affaire-là. Mais maintenant, je m'exprime au chargé de mission du délégataire MCG. Dans un courrier, la ministre a demandé l'envoi d'une mission interministérielle chargée d'appuyer le département dans son analyse des modalités et conséquences de la rupture de la délégation de services publics. Des conclusions seront remises d'ici mi-décembre. Est-ce que vous êtes surpris, étonné par ce positionnement de l'État? Non, vous savez, ça fait déjà quelques semaines qu'on était au courant de cette délégation interministérielle qui vient faire une étude sur le port. Et que, vous savez, le Conseil général demandait une résiliation anticipée de la DSP. Il est très clair, ici, nous sommes dans un pays de droit. La préfecture a demandé qu'il y ait d'abord une expertise, parce que vous ne pouvez pas résilier un contrat tant que l'autre partie n'a pas commis de faute. Lorsque vous lisez le rapport de la Chambre régionale de comptes, il est très clair que c'est le conseil départemental qui est incriminé dans ces manquements. Je suis désolé de vous contredire, mais c'est les deux parties, notamment sur... il parle d'absence de dialogue entre le délégataire et le département. Il n'y a pas d'absence de dialogue. Il y a des dialogues. Moi, personnellement, je travaille très bien avec le DGS du Conseil général. Je travaille très bien, je suis reçu au cabinet du président. Hein? On a eu des entretiens entre Mme Nel et le président Swabahadine Ibrahim. Il y a eu une commission de conciliation au mois de février. Et cette commission de conciliation, tout le monde s'était mis d'accord de parapher la conciliation. Fatima Soufou, derrière des enregistrements, qui dit clairement qu'il va parapher les accords. Quelques semaines après, le lendemain même... Il y a un double discours selon vous? Le lendemain même, quand vous lisez le journal de Mayotte de Anne Perzo-Lafont, le président du conseil général, Swabahadine Ibrahim, déclare qu'il va... Maintenant qu'il y a eu une conciliation, il peut aller au Conseil d'État pour demander pour certaines revendications de recours qui étaient. Parce qu'ils ont été déboutés du fait qu'il n'y avait pas de commission de conciliation. Donc il est très clair, premièrement, ceci est caractérisé par la mauvaise foi. Vous organisez une instance de conciliation, tout le monde se met d'accord devant la préfecture, devant deux représentants du ministère et devant un ancien juge. Vous êtes mis d'accord et puis le lendemain, vous ne signez pas. On n'est pas en France. On ne peut pas agir de la sorte. On ne peut pas freiner et dire et reprocher l'autre de ne pas marcher. Jacques-Marcel Henry. Aujourd'hui, la volonté du conseil départemental est très claire, c'est de rompre justement cette DSP. Êtes-vous inquiet? Est-ce que les jours de MCG comme principal délégataire du port sont comptés? Vous savez, ici on est en France, nous sommes dans un pays de droit. Vous ne pouvez pas, sous prétexte que vous êtes président du conseil général, marcher sur les règles légalement établies. Un contrat caractérise la sécurité juridique. Dès quand vous lisez ce courrier, c'est mis Paris le 31 août 2017. Le 31 août 2017, la ministre était où? Elle était à Mayotte. Elle a quitté Paris le 30. Et comment ça se fait que le 31 août, un courrier signé par
une ministre qui était à Mayotte et 2 autres ministres qui sont en métropole. Ces genres de manœuvres ne sont pas sérieux. Je crois, et en plus, en lisant ce courrier, le gouvernement ne dit pas qu'il va accompagner le Conseil général à résilier, accompagner le Conseil général à travailler le département, sur les conséquences. Et le gouvernement dit clairement que les conséquences seront graves, que le Conseil général va le supporter durablement. Et en conclusion, le courrier dit: nous allons travailler avec le Conseil général pour que le port fonctionne convenablement. Alors Jacques Marcellin, en aucun moment dans l'esprit du gouvernement, ils ne se mettent dans leur tête qu'ils vont résilier la Dernière DSP. question, Jacques Marcellin. Au mois de juin dernier, le conseil départemental avait envoyé une lettre de mise en demeure. Quelle est la situation depuis sur place au port? La lettre de mise en demeure du conseil général au mois de juin dernier, qui reprochait le délégataire de livrer les conteneurs en retard. Madame Nel a écrit pour demander quel est le conteneur qui est livré en retard et quel est le client. Le conseiller n'a pas pu répondre à ça. Ce sont des fantaisies. C'est pourquoi ce courrier-là n'a aucun effet. Ici, nous sommes en France. Et ce n'est pas... Et ce qui est grave, comment peut-on empêcher... Le conseil général doit soutenir son délégataire. Comment peut-on empêcher un investisseur? Le seul projet en cours de réalisation à Mayotte en termes d'investissement, c'est le port. Il n'y a aucun autre financement public, investissement public qui sont réalisés. S'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils fassent le contournement de Mamoudzou pour éviter à ce que les gens circulent difficilement tous les matins et les après-midi. Merci Jacques Marcellin d'avoir accepté notre invitation. Au chapitre social, à présent, l'intersyndical du conseil départemental s'était donné rendez-vous ce matin au sein de l'hémicycle Bamana. Une rencontre pour réfléchir aux éventuelles actions à mettre en place pour obtenir gain de cause sur des sujets tels que la reprise en compte de l'ancienneté générale de service. Après 3 heures d'échange, le département semble se diriger vers un nouveau mouvement de grève. Dans le jour à venir, le point avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Qui dit rentrée scolaire dit également rentrée sociale. Ce matin, les différents syndicats du conseil départemental se sont donné rendez-vous pour une assemblée générale qui a rapidement pris des allures de déjà-vu. En effet, les mois passent, mais les revendications restent sensiblement les mêmes. Ce sont des revendications qui reviennent d'une manière récurrente, mais tant que ce n'est pas pris en compte, en tant qu'agents, nous avons l'obligation de nous battre. Donc, primo, ça sera basé sur les carrières des agents. Parce que les carrières des agents, ça, c'est la retraite des agents. Quand les carrières sont mal ficelées, la retraite aussi, elle est mal ficelée. Comme ce qu'on a aujourd'hui, on a des agents qui partent à la retraite avec une pension de 600 € après 30 ans de service. C'est quand même lamentable. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte les carrières des agents, en prendre soin et tenir compte. Autre sujet de revendication, le fonctionnement des instances paritaires, mais aussi et surtout la question des protocoles d'accord signés ces dernières années. Le suivi de ces protocoles ne serait pas effectif, ce qui amène les représentants syndicaux à consulter leur base. Nous sommes en intersyndical, il y a un fonctionnement et après l'AG, chaque syndicat se rapprochera de ses adhérents pour mettre en place un conseil syndical pour en discuter et que après on verra si on se met d'accord en intersyndical, si les agents tous se mettent d'accord pour une action syndicale, c'est-à-dire descendre, mettre en place un mouvement syndical, ça sera ça. Un mouvement de grève qui, après cette assemblée générale, apparaît clairement d'actualité et devrait intervenir avant le mouvement général du 12 septembre prochain. Ça peut être avant le 12 septembre parce que là, il y a 2 mouvements. Il y a un mouvement du 12 septembre, ça c'est un mouvement territorial. Après, il y a un mouvement qui sera peut-être avant, ça sera interne au département. Un préavis de grève devrait être déposé cette semaine. Le mouvement pourrait ainsi prendre effet dès ce lundi 11 septembre et paralyser les différents services du conseil départemental.
Ce mardi débute la campagne 2017 du recensement de l'INSEE. Près de 530 agents recenseurs encadrés par 53 contrôleurs sont mobilisés pour l'opération. L'INSEE se donne jusqu'au 2 octobre pour finaliser son enquête. Un résultat très attendu dans le département puisque le dernier recensement en date de 2012 a enregistré plus de 212 640 habitants. Un chiffre aujourd'hui largement contesté. Bastien Sabouret. L'INSEE prépare son enquête 2017. Dès demain, les agents se répartiront sur le territoire à la rencontre de la population. 530 agents recenseurs ont été recrutés pour l'occasion et 53 contrôleurs seront présents pour les encadrer. On se demande souvent, mais alors comment on va réussir à compter tout le monde? Mais en fait, c'est tout un travail de préparation très en amont avec ce qu'on appelle une enquête cartographique. Donc il y a vraiment des gens de l'INSEE et puis avec des gens des communes qui sont allés sur le terrain pour repérer toutes les rues, tous les chemins, toutes les adresses, toutes les maisons à aller recenser en fait. 2 critères principaux ont été retenus pour choisir ces contrôleurs. Ils habitent sur zone et maîtrisent Shibushi et Shimaore. Il leur est également demandé d'avoir le niveau bac. L'enquête doit durer 1 mois, elle finira donc le 2 octobre. Dès qu'ils ont vu l'offre, donc chacun a postulé en passant par Pôle emploi ou en passant par la mairie ou des fois qu'ils écrivaient une lettre de motivation avec un CV pour envoyer soit à la mairie ou à l'INSEE des fois. Les questionnaires resteront confidentiels, il n'y sera question ni d'argent ni de religion. Le but de cette enquête est réellement d'aider la population afin de développer les besoins en crèche, en commerce, en logement ou encore en moyens de transport, des projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque commune. Ce qu'on a constaté à l'issue du recensement 2012, c'est qu'il y a eu beaucoup de contestations de la part des élus, de la population sur les chiffres du recensement et on évoque aujourd'hui des chiffres de 400, 600 000 habitants qui nous semblent relativement peu vraisemblables. Alors conscient de cette contestation, on a ouvert nos méthodes. On a essayé d'être transparent et surtout on a mis une collaboration en place très étroite avec les maires depuis 1 an et demi pour permettre non seulement d'avoir des résultats justes, et nous on confirme que les résultats de 2012 étaient justes, mais surtout des résultats partagés avec l'ensemble des acteurs locaux. On a réussi à trouver des agents censeurs sur tout le territoire, bien répartis et qui recensent essentiellement autour de chez eux, je dirais. Donc ils connaissent bien l'habitat local, ils connaissent bien les populations et ils sont connus, ce qui permettra aussi de faciliter la rencontre entre l'agent censeur et les populations. Un objectif qui n'effraie pas l'INSEE, malgré une forte proportionnalité de personnes en situation irrégulière. On n'a pas vraiment de difficultés ou de peur notées par les populations, y compris en situation irrégulière. Alors j'en peux preuve l'enquête migration famille vieillissement où on avait noté que parmi les 40% d'étrangers majeurs de Mayotte, 50%, la moitié, nous déclaraient être en situation irrégulière sans difficulté. Donc pour nous, ce n'est pas une vraie question. Malgré tout, pour permettre de garantir cette confidentialité, la loi prévoit des articles très précis pour que les données qui soient collectées soient concrètement garanties par le secret statistique. 2017 permettra de remettre à plat les chiffres très contestés de l'enquête de 2012. En ce qui concerne le recensement via Internet, ce n'est pas encore d'actualité cette année sur Mayotte. Ouverture ce lundi du 5e forum des métiers de l'artisanat de l'océan Indien. Jusqu'au 10 septembre prochain, plus d'une centaine d'artisans de toute la région sont attendus place de la République. L'occasion de découvrir le savoir-faire régional lors d'un événement aujourd'hui incontournable. Adèle Laurent. Plus grande manifestation artisanale de la région avec 147 000 entrées en 2016, le Forum des métiers de l'artisanat de l'océan Indien est devenu un événement incontournable pour les professionnels du secteur. Objectif, offrir une visibilité aux artisans de l'océan Indien, mais aussi développer les réflexions entre ces professionnels afin de mettre en place des actions concrètes. La coopération régionale, c'est fabuleux puisqu'on a rencontré tout un tas d'artisans qu'on ne connaissait pas, qui ne se connaissaient pas entre eux. On fait des projets en commun, ça se passe très bien et ça permet aussi de créer du business. Donc c'est un outil important et qu'il faut développer d'abord pour le business, pour la connaissance des gens et puis c'est aussi un facteur de paix. Voilà. Et puis ça permet aussi de tirer l'économie de chaque pays vers le haut. Une manifestation de coopération régionale mutuellement profitable. Comme nous l'explique le vice-président de la Chambre de commerce d'Anjouan et secrétaire général de l'Association régionale des chambres des métiers d'artisanat de l'océan Indien. Comme nous vivons dans la même région, on a tous intérêt
à nous compléter les uns et les autres. Nous voulons booster, nous voulons accompagner les artisans de cette région pour qu'ils vivent ensemble, pour qu'ils partagent leurs savoirs et leurs savoir-faire dans tous les domaines de l'artisanat. Parce que nous en sommes persuadés, ce sont les artisans qui emploient beaucoup plus de gens, c'est-à-dire qui luttent contre la pauvreté, et puis qui permet l'harmonisation et les relations humaines qui sont plus importantes que toute autre chose. Et cet événement est également l'occasion de partager les savoir-faire entre artisans des îles voisines et artisans mahorais. Ce genre de choses permet également d'avoir des formateurs qui viennent d'ailleurs. Par exemple, nous avons formé ici des gens dans la broderie, dans la vannerie, dans la sculpture, et nous avons fait venir des formateurs de Madagascar. On sait très bien qu'ils sont très doués là-dedans. C'est pas que les gens d'ici n'étaient pas doués, mais ils ont progressé. Le but, c'est de faire mieux. Et ça, c'est un intérêt pour tout le monde. Une manifestation d'intérêt régional, profitable aux professionnels, mais également à la population, qui est invité cette semaine à découvrir les différentes facettes de l'artisanat. Vous allez avoir de la sculpture, il y a de la vannerie, il y a de la broderie, il y a de l'habillement, il y a des pierres précieuses, et il y a des bijoutiers, il y a des produits transformés, des produits végétaux transformés. Voilà. Et puis pour la première fois, il y a un grand peintre malgache, Natou, que vous pouvez rencontrer. Un événement à ne pas manquer, dont l'inauguration aura lieu demain à 10h sur la place de la République. Merci d'être avec nous sur KTV. Je vous propose à présent de faire un état des lieux du reste de l'actualité de ce lundi, en bref, avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le député Mansour Kamardine a réagi à plusieurs reprises durant cette visite ministérielle. Hier, l'heure du bilan avait déjà sonné pour le président du parti Les Républicains à Mayotte. À travers un communiqué, il écrit, je cite, « À l'issue de cette venue, nous avons le sentiment d'une prise de conscience par l'exécutif des graves difficultés de Mayotte et de la nécessité d'une action urgente. Néanmoins, il faut désormais transformer cette prise de conscience en action, en veillant en particulier à hiérarchiser les priorités. C'est pourquoi j'appelle le gouvernement à examiner au plus vite le renforcement des moyens humains et matériels de lutte contre l'immigration clandestine et de lutte contre l'insécurité, la création d'une zone de sécurité prioritaire, la création d'une agence régionale de santé à Mayotte, la création d'un rectorat à Mayotte en lieu et place du vice-rectorat, l'amélioration du traitement indemnitaire des agents publics et la vigilance quant aux éventuels abus d'acteurs économiques en position dominante. Et après Annick Girardin, 2 autres ministres devraient fouler très prochainement le sol du département. La ministre des Outre-mer a d'ailleurs appelé de ses vœux tous les plus hauts représentants des ministères de la République à se rendre sur le territoire. Au cours de ce mois de septembre, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, est attendue à Mayotte. Ce déplacement, qui n'est pas encore confirmé par Paris, sera là encore scruté de très près, à l'heure où l'île au Lagon est régulièrement qualifiée de désert médical. Certaines annonces seront attendues, avec notamment le possible agrandissement du CHM. Au mois d'octobre, le ministre de l'Écologie, Nicolas Hulot, devrait arriver à son tour. Il serait à coup sûr question d'entériner la création d'une réserve naturelle nationale des forêts publiques de Mayotte sur une île où pas moins de 150 hectares de forêt disparaissent chaque année. L'association Oulanga Nanyamba a rencontré la ministre des Outre-mer vendredi lors d'une audience sur la problématique du braconnage des tortues marines à Mayotte. En parallèle, un courrier a été adressé à Annick Girardin avec des propositions concrètes pour améliorer la stratégie de lutte contre le braconnage. Oulanga Nanyamba espère ainsi une augmentation et une pérennisation des moyens humains des acteurs compétents pour la répression, notamment pour pallier le retrait de l'ONCFS à Mayotte intervenu en 2012. L'association réclame également une amélioration de la coordination entre les services de l'État compétents pour la lutte anti-braconnage et de la collaboration avec les associations concernées. Enfin, elle souhaite un renforcement de la présence dissuasive de gardes sur les plus importantes plages de ponte. Sapiré Kambani, voilà l'affiche de la prochaine finale de la Coupe de France régionale de football.
Le football club de Ntsapéré, tenant du titre, s'est imposé dans la douleur face à Dzoumogné à l'issue de la séance fatidique des tirs au but. Les Diables Noirs de Kombani, de leur côté, ont accroché leur qualification après sa victoire à Sada sur le score de 1-0. Pour la première fois de l'histoire du club, Kombani arrive à ce stade de la compétition. Le récit du match dans ce reportage. Une joie à la hauteur de l'exploit réalisé. Pour la première fois de son histoire, le club des Diables Noirs de Kombani va disputer une finale de Coupe de France régionale. Je ne sais même pas ce que je vais expliquer, je te le jure. Franchement, je ne sais pas. J'ai envie de pleurer, en même temps j'ai envie de crier, en même temps j'ai envie de, je sais pas moi. C'est la première fois que je joue la finale, j'ai joué 2 demi-finales. C'est la deuxième demi-finale, la première demi-finale j'ai perdu au tir au but et là aujourd'hui franchement... En tant que joueur, c'est un moment exceptionnel. Première fois j'arrive en finale, franchement, je remercie, on a fait le match qu'il faut. Je suis content parce qu'aujourd'hui on a bien joué et on a montré que nous on est en DH et eux ils sont en DHT. J'imaginais pas qu'on arrivait là un jour, mais avec le travail qu'on a fait avec les coachs et les dirigeants, on y va en finale à Bandalua. Dans un match pauvre en occasion où l'observation semblait être le mot d'ordre des deux clubs, les Diables Noirs en jaune finissent par faire la différence au retour de la pause lors d'une contre-attaque idéalement menée. Ouverture du score, signé Ali Soufou Ali. Malgré une poussée des Sadois en fin de match, Kombani contrôle parfaitement son adversaire et empoche sa qualification. Je dirais que c'est le foot de travail. Depuis le début de la saison, on a dit qu'on va travailler pour gagner la Coupe de France. Moi, je suis content d'une chose, il y a eu l'engagement, mes joueurs ont joué, ont respecté les consignes comme on a voulu et ça a très bien marché. C'est le foot du travail. L'UCS Sada, leader de la division d'honneur territoriale, tombe une fois de plus à ce stade de la compétition. Une grosse déception parce que ça fait déjà 5 fois qu'on arrive à ce stade de compétition mais on n'arrive pas à passer. Donc c'est vraiment difficile parce que quand je regarde qu'on s'est battu, on s'est préparé à fond pour y arriver. Mais malheureusement on n'y passe pas, mais ça reste toujours le sport, ça reste le football. Donc Kombani a joué le jeu et il a mérité sa qualification. Mais je dis encore bravo à mes joueurs parce qu'ils ont fourni beaucoup de combats. Mais malheureusement, encore une fois, on est passé à côté. À Kombani, cette victoire vient couronner une saison difficile en championnat Division Honneur. Ah, très heureux. Là, c'est quand même la première fois que Kombani va en finale de Coupe régionale de France. C'est quand même une fierté pour le village. On a montré aujourd'hui qu'on avait une équipe à Kombani. C'est ça qui est important. Maintenant, on va en finale, mais on va essayer de se battre pour maintenir le club en DH. On va rester en DH cette année. Et la finale, on va la prendre. Voilà ce qu'on appelle de l'ambition. C'est ça. Les objectifs sont désormais fixés pour les Diables Noirs. Un dernier mot, coach? Pas de dernier mot, Jimoja. Une seule voix dont aura besoin Kombani pour affronter les Diables Rouges du football club de Ntsapéré, 6 fois vainqueurs de la Coupe de France. En attendant le 14 octobre prochain, jour de finale, l'Aliès était bien au rendez-vous au village pour célébrer une qualification historique, et ce, jusqu'au bout de l'année. La finale entre FCM et Diables Noirs de Kombani se tiendra le 14 octobre prochain à Bandrabois. Ntsapéré Kombani, c'est comme me demander de choisir entre papa et maman, donc je ne ferai pas de choix. Merci de votre fidélité. Fin de ce journal. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole de ce lundi. Retour de l'information dès demain 6 h avec la matinale de Cozy pour un décryptage de l'actualité du jour. Je vous retrouve à 19 h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.